Salut les esprits riches, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du grand reset qui a commencé avec notamment cette annonce, cet aveu de Christine Lagarde qui dit que l'inflation vient de nulle part. Inflation has just pretty much come about from nowhere. Mais s'il y a bien une chose dont on sait que c'est une blague, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire il y a quelque temps. On se remet l'extrait, on s'en lasse pas. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Par contre, ce qui est moins marrant, c'est le nombre d'entreprises françaises qui ont fait faillite depuis le début de l'année. On est à 26 000 et il y a 38 000 entreprises en cessation de paiement, donc un bond de 69% en un an et le plus haut niveau depuis 25 ans. Dans le même temps, vous l'avez vu, le Royaume-Uni était un petit peu dans la deep shit, comme on dit là-bas, avec Liz Truss qui s'est fait dégager en 45 jours. Le Japon qui se retrouve obligé d'imprimer lui aussi de la monnaie, comme le Royaume-Uni. Alors est-ce qu'on a vraiment 98% de chances de traverser une crise mondiale comme le prévoit le cabinet Ned Davis Research? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Rappelez-vous, en mars dernier, on prévoyait l'effondrement de l'économie russe. Le FMI annonçait même une baisse de 8,5% du PIB russe. Des génies, je vous le dis, on est gouverné par des génies. C'est très rassurant. You can do what we want to do. Et pourtant, s'il y a bien une économie qui s'effondre, c'est l'économie française et européenne. Alors, pourquoi ça s'effondre? Les raisons sont en réalité assez simples. On va beaucoup parler des conséquences de ces raisons, mais la raison fondamentale, c'est une question énergétique. Il y a un pays en 3 lettres qui aime bien exporter la démocratie, qui a décidé qu'on ne devait pas être très proche de la Russie, qui a donc tout fait en sorte depuis des années pour que ça se passe mal. Ils ont réussi à faire en sorte que ça se passe mal, puisque on n'a plus de pétrole ou de gaz russe, que désormais ceux-ci le vendent à l'Inde et à la Chine qui finissent par nous le revendre beaucoup plus cher, que d'un autre côté nous importons du gaz, du pétrole et d'autres ressources, notamment des États-Unis, qu'on retrouve récemment plus de 35 méthaniers qui tournent en rond sur l'eau pour livrer, puisqu'il n'y a pas les infrastructures et qu'on a passé beaucoup de commandes, qu'en plus on l'a payé au moment où c'était le plus cher. Désormais les réserves sont quasi pleines alors que les prix ont chuté. Bref, s'il y a un gros cocu dans toute cette histoire mondiale en ce moment, on peut dire que clairement c'est la France et l'Europe qui se sont bien fait avoir de tous les côtés. Alors globalement, en France et en Allemagne, on a des prix de l'énergie qui ont été multipliés par 10. Ça, c'est là un petit peu la conséquence visible. Et ce sont les effets de ces conséquences qui produisent les défaillances dont je vais vous parler. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a des entreprises en France qui se sont préparées et certaines qui préparent ou qui envisagent de délocaliser leurs activités pour aller dans des pays où le prix de l'énergie a beaucoup moins monté. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? En fait, partout ailleurs qu'en Europe, paradoxalement. Alors, la Russie, non, puisque c'est les méchants et on va pas, non, surtout pas faire de business chez les méchants. Par contre, le Maghreb, les États-Unis, le Canada et l'Asie. Donc, en gros, tout le reste du monde, à part les méchants et l'Europe. On a aussi de l'autre côté toutes les mesures et l'argent gratuit qui a été distribué, les reports de cotisations qui ont été accordés, qui rattrape les entreprises petit à petit. On le voit avec les cotisations URSSAF sur, par exemple, les délais de paiement qui ont été accordés. On a les prêts garantis par l'État qui doivent être remboursés. Et comme le dit Aurélien Loric, le montant d'un PGE peut couvrir jusqu'à 25% d'un chiffre d'affaires pré-Covid, voire des fois plus pour certaines entreprises. Et ça correspond grosso modo il faut que l'entreprise en gros augmente son chiffre d'affaires de 5% par an pour pouvoir rembourser ce PGE sur 5 ans. Et aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, il y a des entreprises qui progressent, mais pour la majorité des entreprises, c'est plutôt une période qui est difficile et donc le chiffre d'affaires n'augmente pas et a plutôt tendance à diminuer. Donc les entreprises ne peuvent pas faire face au remboursement du PGE. Et finalement, l'élément le plus inquiétant selon moi, c'est
le fait que la consommation baisse en ce moment. On le voit sur le tableau de la totale des consommations de biens en France. En mars 2022, on était retombé à 46,239, un niveau finalement de l'ordre de ce qu'on a vécu pendant les périodes de confinement en moyenne. Donc c'est un niveau relativement bas par rapport à un niveau de 50 ou plus milliards d'euros mensuels, qui est plutôt un niveau de consommation, on va dire, habituel récemment. Autre indicateur qui, lui, est aussi, je trouve, plus préoccupant que le reste, c'est la baisse du commerce en ligne. On a la fédération qui s'occupe de cela, qui annonce au premier trimestre 2022 une baisse de 17%. Donc c'est quand même significatif. Alors ils essaient de l'expliquer par différents facteurs, mais le fait est que le commerce en ligne est notamment normalement ce qui est plutôt le secteur qui se développe donc aujourd'hui il est en baisse. Et dans tout ça, on a les TPE qui sont plus durement touchés que les autres parce que les TPE ont généralement des trésoreries plus faibles, des carnets d'adresses de commandes qui sont un peu moins remplis, et surtout c'est ce qui constitue l'essentiel du tissu économique en France, puisque c'est 96% des entreprises en France. Et évidemment, sur les défaillances constatées en 2022, 97% d'entre elles concernent des TPE. Alors évidemment, le gouvernement a des solutions, bien entendu. Si vous aviez peur de leurs problèmes, attendez de voir leurs solutions. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc ça va subventionner à tout va, on va payer la moitié des factures d'entreprise, d'énergie des entreprises, avec plein de critères, plein de conditions très compliquées comme on sait très bien le faire. On va payer peut-être même directement certaines entreprises pour continuer à travailler. Donc ça, on sait que globalement, c'est un outil qu'on maîtrise, qu'on sait très bien utiliser, s'endetter, dépenser, subventionner. Tant que les marchés ne nous punissent pas pour ça, on va l'utiliser, on aurait tort de s'en priver. Bon, le truc, c'est que les problèmes ne se limitent pas à la France. En réalité, ça touche beaucoup d'économies. Les économies qui sont plutôt tangentes et menacées, comme par exemple ce qui se passe à Hong Kong. On a l'indice de référence hongkongais qui est à son plus bas depuis 2009, avec là aussi pour la Chine, des problèmes que j'ai évoqués dans des vidéos précédentes sur notamment la bulle immobilière. La Chine a vécu un mini crack autour de ce sujet-là et un taux de chômage chez les jeunes qui atteindrait les 20%. Le Royaume-Uni, on l'a évoqué, qui a été obligé de changer de gouvernement, qui a eu l'obligation, qui s'est senti obligé, en tout cas la Banque centrale s'est sentie obligée d'intervenir sur les marchés, de racheter pour soutenir le cours de la livre sterling. Ils ont investi beaucoup d'argent pour pas grand-chose, ça n'a pas vraiment marché, ça ne marche jamais vraiment. Le Japon qui fait de même pour soutenir le yen face au dollar. Et le problème, c'est que en fait, la situation et les flux d'argent font que mécaniquement c'est le dollar qui se retrouve soutenu par tout le monde. En achetant le pétrole aux États-Unis, l'Europe soutient le cours du dollar et donc ce n'est pas forcément à notre avantage non plus. Un dollar fort d'ailleurs qui, s'il augmente trop, va aussi pénaliser paradoxalement les entreprises américaines, puisque ça va limiter leurs exportations, même si ce n'est pas leur point fort globalement, ça va limiter l'économie américaine. Donc tout est une question d'équilibre, et dans la phase dans laquelle on est, dans cette phase pré-guerre, tout est déséquilibré. Justement, en parlant de guerre, je dois vous parler de Ray Dalio. Donc Ray Dalio, c'est un des fondateurs de Bridgewater, c'est un des plus gros fonds hedge funds du monde, si ce n'est le plus gros, si je ne m'abuse. Et Ray Dalio, ce bon vieux Ray, a pris sa retraite récemment et il a écrit depuis 1 ou 2 ans une série sur le nouvel ordre mondial. Alors il ne le dit pas comme ça et c'est pas son point de vue, il ne partage pas ces idées-là, mais le fait que le monde se réorganise constamment, et il a analysé l'histoire, c'est très très intéressant. Je vous invite à lire notamment l'article sur lequel je vais m'appuyer, que je mettrai en description. Il dit que nous approchons de la phase 6. La phase 6, c'est la phase de guerre, tout simplement. Donc il dit qu'il y a 6 phases. Il y a la première phase, c'est la phase où l'on reconstruit, où l'on met en place. La phase 2, où l'on consolide le pouvoir de celui qui a fait ça. La phase 3, qui est la paix et la prospérité. Donc ça, c'est finalement la phase qu'on a traversée des années 60 à 90 probablement, ou un peu plus.
Il parle ensuite de la phase 4 où il y a des excès dans les dépenses, dans la dette. Donc ça, c'est clairement ce qui a commencé en 2000 et puis ce qui a complètement été accentué en 2008. La phase 5, c'est lorsqu'il y a des crises économiques, des conflits, des tensions entre les pays qui apparaissent, voire des conflits qui se manifestent, avant la dernière étape, la phase 6, où il y a un conflit armé qui va remettre à zéro et qui va faire qu'il va y avoir un gagnant qui va réorganiser le monde après la guerre, comme ça se passe à chaque fois, comme ça s'est passé par exemple en 39-45 après la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis ont pris le leadership et consolidé le pouvoir qu'ils avaient sur le monde. Donc il est fort probable que nous entrions dans une phase dite de guerre. Alors est-ce que ça sera l'Europe, la France? Je ne sais pas, mais c'est probablement l'étape logique pour une remise à zéro. Évidemment, le Forum économique mondial ne manquera pas de mettre son gros doigt dans la machine pour influencer tout ça et puis influencer le monde de demain. Dans tous les cas, je pense que il faut se préparer, il faut avancer, il faut réfléchir. C'est ce qu'on fait dans le club privé Vie riche, revenu passif. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Et puis sinon, pour d'autres, j'ai aussi un programme d'accompagnement avancé qui est uniquement sur candidature. Ce sera le premier lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez apprendre avec moi à réfléchir, investir et à vous préparer. Dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut se préparer parce que dans toutes ces transitions très importantes, c'est-à-dire on a eu une phase de stabilité incroyable pendant 50 ans, là, on est dans une phase dans laquelle il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de transitions. Eh bien, il va y avoir la majorité des gens qui vont s'appauvrir, qui vont subir les décisions, qui vont parfois, comme l'ont fait certains pays à des périodes régulières, confisquer les richesses. Et il y aura les autres, ceux qui s'en sortiront, ceux qui auront préparé leur épargne, ceux qui auront l'état d'esprit et le savoir pour pouvoir profiter de ce transfert intergénérationnel d'argent qui va avoir lieu, parce que malheureusement c'est ce qui va aussi se passer. Donc préparez-vous, réfléchissez à tout ça et on s'en redit dans une autre vidéo. Salut!